Ça y est, nous y sommes. Demain commencent les huitièmes de finale de l'Euro 2024 et il s'annonce bouillant. Bonjour à tous et bienvenue sur Balle au pied. Ravi de vous retrouver pour évoquer ensemble ces huitièmes de finale. Je vais essayer de vous donner un petit peu mon analyse, mes pronostics également. Ça va être sympa. Si ça vous plaît, le petit like, l'abonnement, le commentaire. Dites-moi également vous, qui voyez-vous se qualifier en quart de finale? Peut-être même les scores. Ça peut être intéressant de savoir un petit peu comment vous voyez ces types de matchs, leur physionomie. Qu'on puisse un petit peu en débattre en commentaire. Sans plus tarder, commençons en parlant d'abord de ce Italie-Suisse qui sera le premier huitième de finale, qui sera demain à 18h. Un huitième de finale qui est à risque, parce qu'on a d'un côté une Italie qui n'a aucune certitude, la Suisse qui elle en a, mais qui n'était pas forcément attendue là. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ces deux équipes vont essayer de le gérer. L'Italie, qui a connu une phase de groupe compliquée, notamment ce match face à l'Espagne où elle a été tournée pendant 90 minutes face à une équipe espagnole qui a surdominé son sujet, une deuxième mi-temps face à l'Albanie où elle a souffert alors qu'elle met 2-1 et semblait avoir le match en main, et un dernier match face à la Croatie où elle a dû arracher à la 98e minute sa deuxième place pour être qualifiée automatiquement sans attendre forcément les autres résultats en tant que meilleure troisième. Elle a donc de par le fait éliminé la Croatie. L'Italie qui avance sans trop de certitude, une attaque en berne, un milieu de terrain qui peut être douteux, notamment Jorginho qui fait vraiment pas un bon euro, il y a juste Barella un petit peu qui essaie de tenir la baraque et il y arrive plutôt bien. Interrogation pour devant Chiesa. Est-ce qu'il est à 100%? Pas forcément. Scamacca, pour l'instant, n'est vraiment pas rentré dans son euro. La seule, j'ai envie de dire, chose positive du côté de l'Italie, c'est sa défense centrale. Bastoni, Calafiori, même si Calafiori, malheureusement, sera absent pour eux lors de ce huitième de finale, car il est suspendu. Et pareil, le point fort de cette équipe Italie, c'est Donnarumma, qui est un point fort avant tout, j'ai envie de dire, en tant que gardien, puisqu'on l'a vu face à l'Espagne, il a multiplié les arrêts, également face à la Croatie, et en plus, c'est un très bon gardien de penalty. Ça peut compter si ça doit aller au tir au but. Voilà, de l'autre côté, on a une Suisse qui, elle, a fait une bonne phase de groupe et est un peu la surprise de cet euro, puisque beaucoup d'observateurs, et moi le premier, voyaient cette équipe de Suisse un petit peu en crise, un Mourad Chakin qui s'était coupé de son vestiaire, mais finalement, il semble y avoir une union sacrée. La Suisse a fait plus que bonne impression, une très belle victoire face à la Hongrie, une victoire, un match nul pardon face à l'Écosse qui est un peu plus compliqué parce que l'Écosse devait de faire un résultat, et un match nul face à l'Allemagne où la Suisse était à quelques secondes de piquer la première place à l'Allemagne avant un but de Füllkrug dans les derniers instants. Une équipe de Suisse qui elle peut rouler sur de fortes individualités. Yann Sommer, Manuel Akanji également, le défenseur de City qui est un des meilleurs défenseurs centraux de cet euro pour l'instant. Un double plus haut, Freuler Chaka qui surdomine, même si on l'a vu face à l'Écosse, face à en milieu de terrain qui envoie du bois, ça peut être plus compliqué. Un milieu de terrain quand même qui n'est pas forcément le plus athlétique. Et devant, on a du matériel. Bralen Bolo qui revient de blessure et qui monte en puissance. Idem pour Endoy, le joueur de Bologne qui monte en puissance au fur et à mesure de l'euro, notamment marqué face à l'Allemagne. Sur le banc, au pire, on a un Varias, on a Amdouni qui peuvent apporter un petit peu de sang frais. C'est pour ça que cette équipe de Suisse, eh bien, elle a une équipe type, elle a du banc, elle a de l'insouciance parce qu'on sent une équipe insouciante qui n'a peur de rien, qui sait que dans cet euro, elle n'est pas forcément attendue, et ça peut piéger cette équipe d'Italie qui, elle, au contraire, est tout de même championne d'Europe en titre, qui reste l'Italie, qui se doit d'avoir des ambitions, mais qui, on sait, un contexte compliqué avec Spalletti qui est arrivé il y a moins d'un an, qui a encore du mal à mettre ses idées en place. On le voit d'ailleurs au rôle de Di Lorenzo Di Marco qui ont du mal à s'intégrer au collectif. Donc c'est pour ça que ça s'annonce être un match tendu. Moi, je vois un match assez fermé, même si ce sont deux équipes qui peuvent ouvrir le jeu, notamment la Suisse, qui, elle, quand l'attaque, n'attaque pas à deux, elle essaie toujours d'être protagoniste et d'avancer avec le ballon, notamment avec ses milieux de terrain qui n'hésitent pas à monter et se retrouver dans le camp adverse. L'Italie, elle aime ça, elle aime jouer en transition, même si pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à le mettre en place. On pense notamment à Chiesa qui a du mal dans cette compétition, ou Scamacca, même si Chiesa, bon, il est un petit peu blessé, mais Scamacca, lui, n'est vraiment pas rentré dans sa compétition. Donc moi, je vois un match assez serré, un match nul, un but partout me semble logique et probable, avec une Italie qui peut ouvrir le score en transition sur une Suisse qui se découvre trop, et une Suisse qui, par la force des choses, égalise durant la rencontre, peut-être en deuxième mi-temps, et ensuite une prolongation où les deux blocs se neutralisent et on va jusqu'au tir au but. Et à cet exercice, je donne mon avantage à l'Italie qui a l'expérience des tirs au but, qui a le gardien pour gagner des tirs au but, Donnarumma qui avait fait un euro de bien exceptionnel et qui a encore arrêté un penalty face à la Croatie, face à Luka Modric, un des meilleurs tireurs de penalty en Europe. Donc avantage Italie, mais attention, la Suisse évidemment peut gagner. Voilà, ce que je dis n'est pas du tout la vérité absolue, hein, je vous donne juste mon ressenti. Donc moi je vois l'Italie l'emporter au tir au but après un match nul, un but partout. Demain soir, l'autre affiche à laquelle on aura droit, ce sera ce Allemagne-Danemark qui pouvait s'annoncer sexy peut-être il y a 3 ans à l'Euro 2021, mais qui va être beaucoup moins drôle, je pense, que ce que ça aurait pu être. Parce qu'on a d'un côté l'Allemagne, qui avait fait une forte impression dès le début de l'Euro, on se souvient, ce match 5-1 gagné face à l'Écosse. Mais ensuite, j'ai une victoire 2-0 face à l'Hongrie, où c'était un peu plus poussif. Un match nul arraché face à la Suisse, où l'Allemagne avait beaucoup de mal à passer ce verrou suisse avec une égalisation dans toute fin de rencontre de Füllkrug. Une Allemagne qui
à une défense qui n'a pas rassuré face à la Suisse. Rudiger et Jonathan Tah qui ont été un petit peu à la rue, notamment Jonathan Tah qui d'ailleurs sera suspendu pour ce match. On devrait voir Schlotterbeck être titulaire aux côtés du défenseur du Real Madrid. On a un milieu de terrain qui est peut-être une des certitudes allemandes, Kroos-Henrich, qui fonctionne plutôt bien. Et on a une attaque en demi-teinte. On a un Gundogan qui est très bon dans ce rôle de numéro 10, un petit peu d'organisateur, et qui essaie de se déplacer au maximum sur les lignes, entre les lignes, pour pouvoir justement lancer les offensives allemandes. On a un Jamal Musiala qui est l'homme providentiel de cette attaque allemande celui par qui passe tous les ballons et qui peut créer cette différence et qui n'hésite pas à les provoquer. Au contraire d'un Kai Havertz qui est de plus en plus en retrait au fur et à mesure que l'Euro avance, on le sent beaucoup moins influent dans le jeu, où il a de plus en plus de mal à participer au déploiement du jeu offensif allemand, notamment dans ce rôle de numéro 9, un petit peu de déviation. Et on a un Florian Wirtz qui est un petit peu éteint par rapport aux autres, par rapport à Jamal Musiala. Il a fait une bonne impression du premier match, avec notamment un but qui avait d'ailleurs ouvert le score pour l'Allemagne. Mais depuis, on le sent un peu éteint. Il n'a pas ce feu qu'il avait avec le Bayer Leverkusen. Ça peut expliquer également par la grosse saison qu'il a eu. Il a fait près de 50 matchs entre le championnat, la Coupe d'Europe. Donc, peut-être qu'il montera en puissance, mais c'est l'interrogation qu'on a du côté allemand. L'Allemagne qui avait commencé en fanfare, 5 buts face à l'Écosse, plus que 2 face à la Hongrie, plus que 1 face à la Suisse. Une équipe d'Allemagne qui s'est peu reposée, puisque son équipe type a été gagnée 3 fois lors des 3 matchs. Il n'y a pas eu de repos au 3e match, parce que l'équipe d'Allemagne se devait de garder sa première place, alors que la Suisse, elle, devait venir pour la récupérer. Et de l'autre côté, on a un Danemark qui a déçu. Elle a fait un très haut match contre l'Angleterre dans son 2e match où ça aurait pas été mérité qu'elle l'emporte face à une Angleterre qui avait été encore une fois en grande difficulté au milieu de terrain, mais le terrain qui a d'ailleurs la force de cette équipe danoise, avec notamment Hjulmand ou Eriksen qui, on le sent, sont les régulateurs du jeu, qui n'hésitent pas à mettre le pied sur le ballon et à aider à ce bloc danois à être bien compact et à réussir à faire la transition entre la défense et l'attaque pour lancer les offensives, notamment trouver Højlund en petit peu numéro 9 de déviation. Et le Danemark a du mal contre les petites équipes. C'est ce qu'on a vu, mais contre les grosses équipes, ça a été le cas face à l'Angleterre, elle peut se sublimer. Ça avait été le cas à l'Euro 2021, on s'en souvient, cette demi-finale face à l'Angleterre où le Danemark avait fait forte impression. Maintenant, le Danemark n'est plus le Danemark de l'Euro 2021. On a des individualités qui vieillissent, je pense à Eriksen. On a un numéro 9, Højlund, qui a marqué 0 but, qui est dans un cruel manque de confiance. Un Danemark qui, parfois, peut faire une très bonne mi-temps et souffrir en deuxième. Parfois, ça a été le cas, notamment face à la Serbie, où elle était pas loin de perdre et donc d'être éliminée, face à une Serbie quand même qui, on peut le dire, a été une des pires équipes de ce début d'Euro. Donc le Danemark, pour moi, n'a pas forcément les armes pour battre l'Allemagne, mais l'Allemagne, elle, n'a pas non plus de forte certitude. Mais je vois quand même l'Allemagne l'emporter par le talent, un talent supérieur, et un Euro à domicile, le public qui sera 100% acquis à la cause allemande. Donc je vois quand même l'Allemagne se qualifier, l'emporter assez tranquillement. Je vois bien un petit 3-1, je vois bien quand même le Danemark marquer, parce que le Danemark, forcément, à un moment donné, devra aller chercher un résultat. Donc je vois bien le Danemark marquer, mais je vois tout de même l'Allemagne s'imposer 3-1 à domicile, avec l'effervescence, et puis surtout un attaquant Kai Havertz qui devra retrouver la confiance s'il veut espérer aider l'Allemagne à atteindre son objectif, qui est à minima, je le rappelle, une demi-finale. On passe ensuite à ce match Angleterre-Slovaquie, qui, lui, va beaucoup m'intéresser, parce qu'on a l'Angleterre, le favori de cet Euro, en tout cas initialement, et qui a fortement déçu, une phase de groupe assez catastrophique, à l'image de l'équipe de France d'ailleurs, une équipe d'Angleterre qui joue avec 11 individualités, mais aucun collectif, il n'y a aucune vraie idée de jeu. On a un Gareth Southgate qui est perdu, qui fait des choix douteux, qui est beaucoup contesté en Angleterre, un Phil Foden qui joue côté gauche, mais qui semble être perdu, lui on le sait qu'il est beaucoup plus un joueur d'axe, un Bellingham en numéro 10, mais qui revient beaucoup jouer dans ce double pivot, un petit peu Rice, Alexander-Arnold, parce qu'il n'a pas assez de ballons à toucher, ce qui fait qu'il parcourt beaucoup de kilomètres et qu'il se fatigue encore plus, un Harry Kane décevant, on a Bukayo Saka qui est un petit peu trop isolé côté droit, parce que Kyle Walker, je trouve, participe moins au jeu offensif que ce qu'il peut faire. Et puis on a un côté gauche, défensivement, avec un Kieran Trippier qui est en grande difficulté. Il avait pris vraiment le bouillon face au Danemark, et notamment Joachim Melle. Pas possible. Il a également été en grande difficulté face à la Slovénie, pardon. Donc, l'Angleterre n'arrive avec aucune certitude. Encore pire, son double pivot est en ballottage défavorable parce que Rice est titulaire assuré, mais il n'est pas bon. On a eu Alexander-Arnold pendant les 2 premiers matchs, il n'a pas été bon. On a mis Conor Gallagher pour le 3e match. Il a été tellement immonde qu'au bout du mi-temps, il est sorti. Donc, l'équipe d'Angleterre, pour l'instant, n'a pas trouvé sa bonne formule pour évoluer. On pense également à Cole Palmer qui a joué à peine 20 minutes. On a également un management de Southgate douteux où, lors du 2e match, à l'heure de jeu, face au Danemark, il fait sortir Kane, il fait sortir Saka, il fait sortir Foden. Alors que c'était peut-être les joueurs qui peuvent aider cette équipe à aller gagner. Donc on a un management douteux, des individualités qui ne sont pas au rendez-vous, un collectif qui ne prend pas. Donc une Angleterre vraiment qui est assez mal partie, mais après on le sait, les grandes nations peuvent se réveiller dans les matchs à élimination directe. Et pour l'Angleterre, j'espère que pour eux que ce sera le cas. Parce qu'en face, il y a une équipe de Slovaquie qui est une équipe un petit peu surprise, une équipe qui
a tout de même fini troisième de son groupe derrière la Belgique et la Roumanie, un groupe très homogène puisque les 4 équipes ont fini à 4 points. La Slovaquie qui avait gagné inauguralement son premier match face à la Belgique 1-0 avant de faire match nul face pas match nul, de perdre face à l'Ukraine de buts 1 alors qu'elle menait 1-0 et ce match nul 1 partout face à la Roumanie qui a arrangé tout le monde puisque ça qualifiait 2 équipes. Une équipe de Slovaquie qui a montré de très belles choses, notamment son côté gauche avec notamment Anko qui est très très bon et qui est un élément fort de ce côté gauche, j'ai envie de dire slovaque avec Aracin. Ils ont une combinaison au côté gauche qui est plutôt fonctionnante, et un milieu de terrain notamment avec Lobotka qui est un tel niveau, beaucoup mieux que ce qu'il a fait avec le Napoli cette saison. Lobotka qui se sent en confiance pour porter cette équipe slovaque. Le défaut de cette équipe de Slovaquie, c'est que très généralement, elle fait une très bonne mi-temps sur deux. On l'a vu face à la Belgique, une première mi-temps exceptionnelle avant de sombrer en deuxième. On l'a vu face à l'Ukraine, une très bonne première mi-temps avant en deuxième de sombrer jusqu'à perdre alors qu'elle menait 1-0. Donc attention à cette équipe de Slovaquie qui, si elle veut espérer faire quelque chose, doit jouer 90 minutes. Maintenant, la question va être de savoir si elle peut embêter cette équipe d'Angleterre. Je pense qu'elle peut l'embêter. Je vois pas du tout l'Angleterre à mettre un carton comme certains peuvent l'imaginer, un 3 ou 4-0, malgré le talent offensif. Elle n'a pas pu le faire contre la Serbie, elle n'a pas pu le faire contre le Danemark, encore moins contre la Slovénie. Je vois pas pourquoi elle le ferait face à la Slovaquie. Une équipe de Slovaquie qui va, je pense, avoir le contrôle du ballon au moins une partie du match, parce que l'Angleterre, on l'a vu, n'hésite pas à laisser le ballon et à essayer lorsqu'elle le récupère, de jouer vite, sans pour autant être vraiment, j'ai envie de dire, organisée avec une vraie animation, et donc elle peut très vite le perdre. Mais moi, je vois la Slovaquie mettre une forte pression à l'Angleterre dès le début du match et maîtriser la première mi-temps, mais sur la durée, l'Angleterre, tout de même, je pense, va devoir prendre le contrôle de ce match, et je vois donc l'Angleterre s'imposer, mais pas par le plus grand des écarts. Je vois une victoire 1-0, 2-1, une victoire un peu à l'arraché, sans être flamboyant encore une fois. Même si l'Angleterre semble vouloir adopter j'ai envie de dire, ce style de jeu, un Gareth Southgate qui, lui, le sait, s'il veut rester en place, il doit gagner, et peut-être qu'il a fait le choix du pragmatisme pour jouer peut-être, j'ai envie de dire moche, mais pour l'instant, ça le fait gagner, puisqu'il a fini premier de son groupe, et il va affronter la Slovaquie, et certainement qu'il va battre la Slovaquie comme ça. Donc, je dois tenir l'Angleterre l'emporter, mais ce sera pas un match flamboyant, hein, je vous l'annonce, ce sera, je pense, à 1-0 ou 1-2-1. Alors, ça se trouve, ce sera un 3 partout, et on sera tous les yeux rayés sur notre télé, parce que ce sera exceptionnel, mais moi, je vois un match fermé, une victoire 2-1 de l'Angleterre. Ensuite, on a ce choc déséquilibré. D'un côté, l'Espagne, de l'autre, la Géorgie. Une équipe d'Espagne qui était la meilleure équipe de cette phase de groupe. 9 points sur 9 possibles, 3 victoires en 3 matchs. Une équipe rodée qui a montré un jeu flamboyant, en notamment à ce match contre l'Italie, où on a vu une répartition de football pendant 90 minutes, où chaque joueur savait quoi faire, où on avait des circuits de passe très bien, j'ai envie de dire, travaillés, notamment un milieu de terrain avec Fabian Ruiz et Rodri qui simplement qui règne sur la compétition. Enfin, Fabian Ruiz qui est exceptionnel, un des meilleurs milieux de terrain de cet Euro. On a devant les deux pépites qui sont Nico Williams et Lamine Yamal qui pour l'instant sont au rendez-vous. Plus Lamine Yamal, je trouve, en tout cas dans la continuité, et c'est un bon match contre la Croatie, un bon match contre l'Italie, alors que Nico Williams avait été beaucoup moins en vue face à la Croatie, face à l'Italie. Il a rayonné en faisant la misère à Di Lorenzo sur son côté gauche. Maintenant, l'Espagne a ce défaut, c'est qu'elle peut avoir un manque d'efficacité chronique face au but. On l'a vu face à l'Italie, où l'Espagne doit l'emporter 4-5-0, mais elle n'arrive pas à concrétiser ses actions. Pedri, par 2 ou 3 fois, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. On pense également à Nico Williams qui a tenté des frappes à une ou deux reprises, mais qui ne trouve pas le cadre. L'Espagne a ouvert le score sur un but contre son camp, c'est vous dire, mais l'Espagne a tout de même une force collective qui fait qu'elle aura la maîtrise du match face à une équipe de Géorgie, qui est l'équipe surprise, qui est vraiment mon équipe coup de cœur, que moi j'attendais vraiment. Willy Sagnol, coach français, des stars comme Kvaratskhelia ou Mikotadze qu'on a vu avec Metz en cette fin de saison. Une équipe de Géorgie qui a fini 3e en battant le Portugal, en faisant une très belle phase de poule, alors que c'est sa première compétition internationale, rendez-vous compte, pour ce petit pays. Donc la Géorgie, elle, pour le coup, n'aura rien à perdre. Willy Sagnol l'a annoncé sur l'afterfoot hier, c'est un petit peu le défaut que peut avoir cette équipe de Géorgie, c'est que beaucoup de joueurs évoluent dans une division inférieure, notamment Kokoragi, le milieu de terrain, qui évolue en D2 espagnol à Levante. Eh bien, ce genre de joueur ne joue pas tous les 3 jours. Là, il y a eu 3 matchs, en 10 jours pour la Géorgie. Encore un match face à l'Espagne lundi. Est-ce que ces joueurs vont pouvoir enchaîner les efforts? C'est la question qu'on peut se poser. Mais une équipe de Géorgie qui aura un coup à jouer. Alors certes, elle a un passé mouvementé avec l'Espagne lors des qualifications pour l'Euro, où elle a pris une valise 7-1 à domicile avant de perdre 3 en Espagne. Donc elle part pas avec, on va dire, un avantage psychologique assez fort, mais la Géorgie n'a rien à perdre. Elle est en 8e de finale, c'est déjà exceptionnel pour la Géorgie. Elle a montré qu'elle pouvait être efficace dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire être un très bon bloc défensif et lorsqu'elle a des opportunités offensives, eh bien les concrétiser. On l'a vu notamment face au Portugal avec sa première action, eh bien un but marqué par Kvaratskhelia au bout de 2 minutes qui a permis ensuite à la Géorgie de pouvoir mieux gérer le match qu'à 0-0. Donc
J'ai envie de croire à la Géorgie, je vous assure, mais va tout de même l'Espagne être bien supérieure et malheureusement faire mal à une équipe de Géorgie, peut-être avec un manque de talent à ce niveau-là de la compétition en tout cas, et un bloc défensif peut-être qui fasse une équipe d'Espagne joueuse qui n'hésite pas à redoubler les passes, à tenter voilà toujours de chercher l'homme libre, de multiplier les courses. Et bien une équipe de Géorgie qui malgré un bloc solide pourrait être un petit peu désorientée et bien simplement j'ai envie de dire perdre un petit peu j'ai envie de dire de lucidité. Ça c'est une équipe d'Espagne qui a juste beaucoup trop de talent. Donc je même victoire espagnole. J'espère tout de même que la Géorgie marquera un but. J'espère pour eux, pour, j'ai envie de dire, un petit peu exister dans ce huitième de finale. Mais pour moi, l'Espagne va quand même l'emporter je vais pas dire avec 4 ou 5 buts parce que ce serait manquer de respect à la Géorgie et je pense vraiment pas que l'Espagne est capable de marquer 4 ou 5 buts parce qu'on l'a vu, il y a un manque d'efficacité assez folle et surtout que du côté géorgien, on a Mamardashvili, le gardien de Valence, qui est le meilleur gardien de cet Euro, qui a fait 21 arrêts en 3 matchs de poule, qui est en grande partie responsable de la qualification de la Géorgie, certes avec Mikotadze et Kvaratskhelia qui ont fait également une bonne phase de poule, qui seront les deux hommes forts géorgiens et qui devront être performants si la Géorgie veut espérer quelque chose. Mais donc, je vois tout de même l'Espagne l'emporter. Je ne le dis pas en mettant une valise à la Géorgie, parce que la Géorgie, je pense, est assez solide pour ne pas prendre l'eau. Mais je vois tout de même l'Espagne l'emporter 2 buts ou 3 buts à 0. J'ai envie de voir la Géorgie marquer, mais l'Espagne a quand même montré qu'elle est solide défensivement. On a une charnière, Laporte, le Normand, qui pour l'instant fonctionne bien. Alors certes, ils n'ont pas encore eu une adversité folle parce que on a eu d'un côté la Croatie qui n'avait pas de vrai numéro 9, on a une équipe d'Italie qui est en manque de confiance offensivement et en troisième match une Albanie qui est une petite nation, il faut le dire. Donc face à un Mikotadze et un Kvaratskhelia, attention à l'Espagne, ils sont pas à l'abri de prendre un but, mais je vois quand même l'Espagne l'emporter. Allez, je vais dire 3-0 ou 3-1 parce que bon, j'ai envie quand même de voir la Géorgie marquer, la Géorgie un petit peu exister dans ce huitième de finale parce qu'elle le mérite. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, bravo à la Géorgie qui a fait un Euro exceptionnel. Parlons maintenant de ce match Portugal-Slovénie. Le Portugal qui est un des favoris au titre. Une bonne phase de poule, même s'il y a ce match un petit peu compliqué face à la Géorgie, cette défaite qui fait mal, même s'il y a eu 8 changements de la part de Roberto Martinez. Elle a eu beaucoup de mal face à la Tchéquie, un bloc très 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 défensif, il faut aller chercher sa victoire dans les tout derniers instants grâce à un but de Sao. Un match abouti face à la Turquie, 3-0, même si attention, ça a été un match un petit peu étrange parce que certes, le Portugal ouvre le score, mais très vite, on a ce but contre son camp, mais lunaire de la Turquie, qui a forcément changé le match. Donc le Portugal, certes pour moi, a des certitudes, mais attention, parce que la Slovénie a montré très belles choses. On l'a vu notamment face au Danemark lors du premier match. Elle peut avoir de la maîtrise et elle peut faire mal à une équipe comme le Portugal et une défense qui certes pour l'instant est solide, mais la Slovénie avec un Benjamin Šeško qui va peser sur la défense, qui va peser sur un Pep qui a 41 ans, qui n'est pas tout jeune, un Šeško qui est jeune, qui est costaud, qui est physique, peut lui faire mal. Donc attention parce que la Slovénie a en plus de ça un grand gardien, Jan Oblak. Le Portugal reste le même favori. Le Portugal va l'emporter, j'en suis persuadé, mais ça va pas être si simple. Je pense déjà que le Portugal va encaisser un but, parce que le Portugal a réussi à encaisser un but contre la Tchéquie, a encaissé 2 buts face à la Géorgie, donc face à une équipe de Slovénie qui a montré des choses positives, je pense qu'elle va prendre un but, mais elle a tout de même une force de frappe offensive qui fera en sorte que je pense qu'elle marquera des buts et pas qu'un, parce qu'on a vu contre la Turquie un Bernardo Silva, un Bruno Fernandes de plus en plus influent, qui arrive à trouver ses partenaires. Il y a juste Cristiano Ronaldo qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets, qui je trouve, moi personnellement, a du mal à s'intégrer dans ce jeu collectif offensif où il a beaucoup de fois j'ai envie de dire cette envie de dézonner et donc parfois il peut être absent de cette surface où on va plus chercher un Leao ou un Bruno Fernandes ou un Vitinha même qui peut parfois monter. Et d'ailleurs la seule satisfaction portugaise sur cette poule je trouve c'est ce Vitinha qui est un des meilleurs milieux en tout cas qui est dans mon milieu j'ai envie de dire cette phase de groupe d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite hier sur un petit peu mon 11 type de cet Euro. Vitinha est dedans. Mais donc le Portugal, je veux dire quand même des certitudes et je pense que ces certitudes feront qu'elle l'emportera face à la Slovénie. Je vois une victoire 3-1 ou 4-1 parce que quand même le Portugal a une force de frappe offensive assez folle. J'ai envie de voir quand même Rafael Leao à un haut niveau parce que pour l'instant il m'a beaucoup déçu sur cette phase de poule où je trouve beaucoup moins percutant et avec beaucoup moins d'allant qu'il peut avoir avec l'AC Milan. Il n'arrive pas encore vraiment à s'intégrer au jeu collectif du Portugal. Je pense que il pourrait être performant s'il est aidé par un Nuno Mendes qui monte plus, qui participe plus au jeu offensif, ce qui n'a pas été vraiment le cas pour l'instant. Et donc le Portugal a pour moi toutes les armes pour emporter face à la Slovénie. Je veux une victoire 3 buts, ou 4 buts à 1, parce que le Portugal a quand même une force de frappe offensive assez folle et que je pense qu'elle voudra marquer le coup face à une équipe de Slovénie qui, je pense, est déjà heureuse d'être en huitième de finale. Parlons maintenant de ce Roumanie-Pays-Bas qui
est dans une partie de tableau assez intéressante où le vainqueur de ce match peut avoir après, j'ai envie de dire, un chemin tracé vers les demi-finales, parce qu'on est dans une partie de tableau où il y a ce Roumanie-Pays-Bas et sur Turquie-Autriche, dont on parlera juste après. Et donc, parmi ces 4 équipes, celle qui l'emportera fera un grand pas. Enfin, celle qui l'emportera, je veux dire, il y a une des 4 équipes qui ira en demi-finale. Donc, ça peut être la chance pour un de ces pays d'aller dans une demi-finale d'Euro. Et je pense à la Roumanie, par exemple. Roumanie qui a fait une phase de poule où elle a fini premier de son groupe, devant la Belgique, avec un succès éclatant 3-0 face à l'Ukraine, une défaite 2-0 face à la Belgique, mais mal payée, où la Roumanie est vraiment pas loin de, j'ai envie de dire, de revenir au score. Ils sont tombés sur un très bon Castells pour la Belgique. Et de l'autre côté, on a les Pays-Bas, qui ont été très décevants en phase de poule. Une victoire 2-1 face à l'Autriche, face à la Pologne, pardon, qui sont allés chercher dans les derniers instants. Un match 0-0 face à la France, où ils n'ont vraiment rien montré. Et cette défaite inquiétante, 3-2 face à l'Autriche. Une Autriche, on le sait, du gegenpressing, mais les Pays-Bas, quand même, qui a de la qualité offensive, qui doit avoir une certaine maîtrise au milieu de terrain, avec notamment un Reinders qui doit être le régulateur du milieu de terrain, mais si on le sait, la perte de Koopmeiners et de Jong fait mal à cette équipe des Pays-Bas. Et puis devant, ça peut être trop gentil. Également, dans la défense, ça peut être trop gentil, parce que voilà, j'aime bien De Vries, j'aime bien Ake, mais prendre 3 buts face à l'Autriche, c'est pas normal pour une équipe comme les Pays-Bas qui, on le sait, est une équipe qui n'a plus ce jeu léché qu'elle pouvait avoir de 70, le jeu à la Cruyff, ce qui est beaucoup reproché d'ailleurs à Ronald Koeman, mais l'équipe des Pays-Bas a quand même une force, j'ai envie de dire, de frappe offensive, même si elle n'est pas encore trop gentille devant le but. Gakpo est le seul élément offensif qui est performant pour l'instant. Gakpo qui est vraiment ce joueur de tournoi sur lequel les Pays-Bas peuvent compter, il a déjà été très bon à la Coupe du Monde, mais devant Memphis Depay a beaucoup de mal à avoir le ballon dans la phase de réparation. Xavi Simons est très très loin du niveau qu'il a à Leipzig. On a un Jérémy Frimpong qui est baladé entre le côté droit, entre le poste défenseur droit, le poste d'ailier droit pour aider au jeu offensif, mais il a du mal à être aussi influent que ce qu'il peut être avec Leverkusen. On a un milieu de terrain où certes Reinders est bon, mais derrière, que ce soit Schouten ou Veerman, c'est très 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 compliqué de se mettre au niveau de l'Euro pour des joueurs qui n'étaient pas prévus pour être titulaires. Veerman d'ailleurs qui me semble est sorti au bout d'une demi-heure face à l'Autriche, donc des joueurs qui sont pas forcément en confiance. La seule, j'ai envie de dire, la seule chose positive pour les Pays-Bas, j'ai envie de dire défensivement, c'est Verbruggen, le gardien de Brighton, qui est plutôt beau, même si bon, il vient d'en prendre 3 contre l'Autriche, donc c'est un peu dur de dire ça, mais il est pas, je veux dire, il est pas, c'est pas un poids pour son équipe. On sait que les gardiens néerlandais ont ces dernières années pu avoir certaines difficultés à être performants. Donc attention à cette équipe des Pays-Bas, parce que la Roumanie, elle, maintenant, on le voit, progresse au fur et à mesure des euros. Elle a un projet de jeu, elle a des individualités fortes. Je pense notamment à Mann, le joueur de Parme qui vient d'ailleurs de prolonger, qui est un élément fort de cette équipe roumaine. Je pense également à Sanchou, le capitaine, qui, eh bien, lui était toujours là pour tenir cette équipe de Roumaine depuis l'Euro 2016. On a également Rachou, l'arrière droit, qui a fait plutôt bonne impression et face à l'Ukraine et face à la Belgique, où je trouve que ça avait été un des meilleurs Roumains qui, lui, n'hésitait pas à monter et à tenter de faire mal à cette défense belge. Donc attention à la Roumanie. Moi, je pense que ça va pas être si facile que ça pour les Pays-Bas, et c'est peut-être ma surprise de ces huitièmes de finale. Je vois la Roumanie se qualifier, mais alors si elle se qualifie, il faudra qu'elle fasse un match défensif énorme, parce que je pense quand même que les Pays-Bas auront la maîtrise du ballon, parce que je vois pas la Roumanie, c'est pas une équipe qui aime avoir le ballon. La Roumanie, elle a souvent eu 30 à 35% de possession durant les phases de poule, mais la Roumanie a, je pense, les armes pour, sur transition, faire très mal à cette équipe des Pays-Bas. L'Autriche a d'ailleurs marqué en transition face aux Pays-Bas à une ou deux reprises, donc attention, parce que cette équipe des Pays-Bas peut, en 2-3 passes, être complètement déséquilibrée avec un milieu de terrain qui participe énormément au jeu offensif et donc qui a la perte, s'il y a perte de balle et que les Roumains se prennent très vite, et bien pas avoir 5 ou 6 Roumains face à 3 ou 4 Néerlandais, parce que les Néerlandais aiment bien jouer dans une défense à 3 avec, en phase offensive. Donc attention à cette équipe des Pays-Bas qui, je pense, va être en difficulté, et c'est pour ça que c'est mon upset de ces huitièmes de finale. Je vois la Roumanie se qualifier pour les huitièmes en battant les Pays-Bas par la plus petite des marges, je pense, 1-0, parce que voilà, je pense que les Pays-Bas, en finissant troisième, quand même se sont vers le tableau, mais je pense que ils sont dans un cruel manque de confiance et ils ont montré qu'ils peuvent être en difficulté dans les deux côtés du terrain, offensivement en étant trop gentils et défensivement en étant pas assez solides. Donc je vois tout de même une victoire roumaine. C'est mon upset. Dites-moi si vous pensez comme moi ou si vous, au contraire, vous pensez que les Pays-Bas vont mettre une tôle à la Roumanie. Mais si je dois avoir une surprise dans ces huitièmes de finale, c'est là. Voilà ce que je peux dire. Les Roumains, donc, qui ira en quart de finale et qui affronteraient le vainqueur de Autriche-Turquie. Peut-être l'affiche la plus, pas sexy, mais celle qui en tout cas aura peut-être le plus beau spectacle. Parce qu'on a d'un côté l'Autriche qui a fini premier de son groupe, un groupe où il y avait quand même la France, les Pays-Bas et la Pologne. L'Autriche qui était attendue, une très bonne phase de qualification, une victoire face à la Turquie 6-1 en mars,
qu'elle va retrouver aujourd'hui. Donc attention à la Turquie à avoir peut-être cet instinct un petit peu de revanche pourrait faire mal à l'Autriche. L'Autriche qui avait mal commencé un match un petit peu en dedans face à la France où il n'avait pas pu déployer leur jeu comme ils voulaient, mais face à la Pologne et face aux Pays-Bas, on a vu l'Autriche de Ralf Rangnick, le gegenpressing, une maîtrise collective, une maîtrise technique également, portée par un Sabitzer qui était très bon face aux Pays-Bas, à Arnautovic qui est amené à être titulaire, ça n'est pas été le cas face à l'équipe de France, mais qui est amené à être titulaire et qui, mine de rien, eh bien, permet de peser sur les défenses, d'être un point d'appui pour ensuite relayer notamment sur Baumgartner. Donc attention à cette équipe autrichienne qui est solide, même si elle a pris 2 buts face aux Pays-Bas en transition, parce qu'en transition également, l'Autriche peut avoir des difficultés, parce que ce gain pressing, si la première, j'ai envie de dire, ligne de pressing est passée, après elle peut se retrouver en très grande difficulté. Donc, l'équipe d'Autriche tout de même arrive avec certitude, tout comme la Turquie, qui a fini deuxième de son groupe, avec une victoire face à la Tchéquie, une victoire face à la Géorgie en début d'Euro, dans le match de cet Euro pour l'instant, ce Turquie-Géorgie qui avait été exceptionnel avec cette victoire sur 3 buts à 1. La Géorgie a quand même pris une tôle 3-0 face au Portugal, mais avec des raisons un petit peu que l'on peut connaître. Beaucoup de changements du côté de Montella, où Güler et Yildiz notamment n'étaient pas titulaires. Là, ils vont être titulaires à coup sûr. La Turquie qui a montré de belles choses, une certaine maîtrise collective, une certaine appétence pour maîtriser le ballon et tenter de passer par les côtés et de laisser les joueurs comme Reguler et Yildiz provoquer, être un petit peu les joueurs créatifs en laissant beaucoup de liberté sur le terrain, également dans leur placement où un Daguler tantôt côté droit, tantôt dans l'axe, un Yildiz qui n'hésite pas à vraiment s'écentrer et coller la ligne pour ensuite mieux rentrer sur son pied droit. Donc, ça va être l'affiche, je pense, qu'il faudra regarder parce qu'elle peut s'annoncer spectaculaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un minimum 4 buts dans ce match. Pourquoi pas un 2 buts partout et une prolongation qui après peut partir totalement en folie. Pourquoi pas un 3-2 Autriche, parce que l'Autriche tout de même semble avoir un projet de jeu plus clair que la Turquie, et surtout un projet de jeu qui peut permettre d'aller plus loin dans la compétition que la Turquie, parce qu'avec un gain pressing que peut exercer l'Autriche, la Turquie quand même défensivement n'a pas montré des signes de qualité et de sérénité très forts. Donc face à un gain pressing très agressif de l'Autriche, elle peut être en difficulté. Donc moi je vois l'Autriche l'emporter dans un match tellement fou, 3 buts à 2. Peut-être le match le plus fou de ces huitièmes de finale où il y aura le plus de spectacle, parce qu'on a deux équipes qui le savent. Elles ont un coup à jouer pour aller en demi-finale, parce que le vainqueur de ce match affrontera donc, comme j'ai dit, le vainqueur de Roumanie-Pays-Bas. Et si c'est amené à être la Roumanie ou même les Pays-Bas, je vois tout de même l'équipe qui sortira de cette carte de ce huitième de finale pouvoir battre et la Roumanie et les Pays-Bas, notamment si c'est l'Autriche. Pour la Turquie, j'ai plus de doutes, mais si c'est l'Autriche, pour moi, cette équipe d'Autriche vraiment a été impressionnante en phase de poule, et pour moi, elle peut aller très très loin dans cet Euro. Donc en demi-finale, où là elle devra affronter l'Angleterre si l'Angleterre passe, et à ce moment-là, bon, ça pourrait être plus compliqué, mais en tout cas, il y a un vrai boulevard de ce côté de tableau pour l'équipe qui réussira à sortir. Arriver en demi-finale d'un Euro, quand même, c'est chose rare pour les petites équipes, en tout cas petites équipes, nations qui ne sont pas habituées à être dans les tels niveaux de l'Euro, notamment l'avantage qu'il va avoir ces Euros à 24. Donc, attention l'Autriche qui pour moi sera l'équipe qui ira en demi-finale de ce côté de tableau, mais qui ensuite peut-être sera trop court. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Mais en tout cas, dans ce huitième de finale, je vois l'Autriche l'emporter 3 buts à 2. Et enfin, dernière affiche, France-Belgique, l'affiche des nations qui se font peur. D'un côté, la France qui a été plus que poussive en phase de poule, une Belgique qui a également déçu et qui en plus est en crise avec ses supporters. On a vu ce comportement un petit peu étrange de Kevin De Bruyne et de l'ensemble de l'équipe belge de ne pas laisser aller ses supporters, qui les sifflaient à la fin du match face à l'Ukraine. Mais avant d'entrer plus dans le détail, on va finir cette vidéo. On aura une vidéo dédiée à ce France-Belgique qui sortira, je pense, dimanche, la veille de France-Belgique, pour avoir le maximum d'informations possibles à la fois sur la Belgique et sur l'équipe de France, où on sait qu'il peut y avoir des remous, notamment au sein du vestiaire, où on sent du côté de l'équipe de France qu'il y a un Didier Deschamps et peut-être en train de perdre son groupe. En tout cas, c'est ce qu'il dit notamment dans le journal de l'équipe. Donc, on fera une vidéo dédiée, on parlera des forces et faiblesses, des compositions probables, de comment le match pourrait avancer selon qui aura le contrôle. On fera une vidéo dédiée parce que c'est l'équipe de France et que ce match mérite plus que 2 ou 3 minutes dans une longue vidéo de pronostic, une vidéo qui est déjà assez longue je pense pour vous et pour moi. Donc voilà, le France-Belgique on se réserve pour une vidéo qui sortira dimanche. Je vais donc vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qui vous voyez se qualifier en quart de finale, dans vos pronos, vos scores, même pour être un petit peu joueur, voir comment vous voyez ces matchs se dérouler. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne news au moment où vous regardez. Je vais vous souhaiter de très bons huitièmes de finale, parce que c'est ce qu'on a envie de voir. On arrive dans les matchs à la muerte, où celui qui perd rentre à la maison. Les matchs donc qui vont s'annoncer chaud bouillant. Donc voilà, je vais vous laisser. Et sur ce, n'oubliez jamais, vive le foot.